Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. Alors pourquoi elle est spéciale? Parce que justement, c'est l'anniversaire de la réintégration des soignants suspendus. Triste anniversaire, je le reconnais, mais il faut le reconnaître aussi. Il s'est passé pas mal de choses et c'est l'occasion aujourd'hui de revenir sur ces 1 an de combat qu'on a mené, notamment avec Nancy Rizacher, que j'aurai le plaisir d'accueillir, parce qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, le triste anniversaire rime aussi avec l'absence totale de connaissance de la possibilité d'être indemnisé. Et oui, parce que vous avez été très nombreux à voir ma vidéo sur François. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois, François, pour avoir couvert cet événement et avoir relayé cette information. Mais vous êtes encore trop peu nombreux à avoir connaissance et conscience que vous pouvez être indemnisé des périodes de suspension dont vous avez fait injustement l'objet. Alors, sans plus attendre et sans rentrer tout de suite dans les détails, on va accueillir Nancy Rizacher. Coucou Nancy, bienvenue Bonsoir à David. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est déjà plus d'une quarantaine en direct, ça fait même pas 1 minute. Ça veut dire que l'information a bien circulé, donc c'est vraiment super. Je vous remercie à tous d'avoir bien relayé. Alors, en effet, pourquoi on fait cette émission ce soir? On l'a fait pour plusieurs raisons. Première raison, ça fait 1 an qu'une grande partie d'entre vous, un peu plus d'une centaine, nous avait fait confiance, Nancy et moi-même, pour vous accompagner dans vos démarches indemnitaires. Et on s'est dit, c'est l'occasion pour cette émission spéciale anniversaire de revenir un petit peu sur cette année de combat qu'on a mené avec vous. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'1 an plus tard, on a encore beaucoup trop de personnes qui découvrent la possibilité d'être indemnisées. Et là, c'est carrément quelque chose d'insupportable parce que on a besoin, à mon sens aujourd'hui, d'avoir une parfaite connaissance des droits dont on dispose, notamment lorsqu'on est soignant suspendu. Donc, par conséquent, bien entendu, ce soir, on va tout vous expliquer. Sans plus attendre, je vous invite à diffuser cette information le plus largement possible, à partager, à commenter, poser vos questions en direct, on va les noter et on va y répondre à la fin de cette émission. L'objectif, c'est de vous donner un maximum d'informations sur vos droits, vos possibilités. Alors bien entendu, ce ne sera pas ce qu'on appelle une consultation juridique individualisée. On le regrette bien entendu, mais vous aurez compris qu'on ne peut pas faire une consultation sur chacune de vos situations. En revanche, j'espère, pour un grand nombre d'entre vous, que vous serez suffisamment informés pour savoir quels sont précisément les droits qui ont été méconnus et dont aujourd'hui vous êtes en mesure de pouvoir faire valoir. Nancy, avant qu'on rentre dans le feu de l'action, dans le fond du sujet, est-ce que tu as une information à faire passer? Moi, j'ai envie de dire que oui, certes, c'est un anniversaire douloureux. Alors, la réintégration était une bonne nouvelle, mais la réintégration sans aucune indemnisation était le pendant de cette réintégration qui a été, je dirais, abjecte également, comme l'avait été la suspension. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on a cru qu'il y aurait des excuses, qu'il y aurait une indemnisation, qu'il y aurait quelque chose de la part du gouvernement. Et il n'y a rien eu. Donc aujourd'hui, si toi et moi, on est des combattants devant les juridictions, c'est justement parce que cette réintégration, elle a été faite de manière méprisante, de manière totalement, je dirais, comment dire, encore une fois, complètement disproportionnée par rapport au traumatisme que les soignants avaient eu. Et du jour au lendemain, parce qu'il faut quand même rappeler que le décret était paru le 13 mai pour une application le 15, donc le lundi, donc à la va-vite, avec ce côté, encore une fois, méprisant et surtout, sans aucune indemnisation. Et ça ne se sait encore pas. Et beaucoup de personnes dans le grand public disent aux soignants, vous avez été réintégrés, donc de quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez, c'est qu'il y a eu 20 mois sans rien. Et c'est là où nous, on intervient pour vous faire récupérer l'ensemble de ces préjudices, puisqu'ils sont indéniables. Tout à fait. Effectivement, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de cette émission et que vous avez déjà envie de passer à autre chose, retenez une chose. Soignants, libéraux, agents publics, salariés, vous avez encore jusqu'au 1er janvier 2025 pour faire valoir vos droits et pour obtenir réparation de la période de suspension. Et quand je dis réparation, je parle d'une réparation intégrale. Je parle bien entendu des salaires qui n'ont pas été versés, je parle également des droits
à la retraite. Je parle également des préjudices moraux, des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice financier, notamment si vous êtes endetté ou si vous avez dû vous appauvrir, et toute une série de préjudices qui parfois sont propres à votre situation personnelle. Si vous les mettez bout à bout, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, cela peut représenter très rapidement des sommes extrêmement importantes qu'il serait injuste de laisser entre les mains d'une administration qui vous a causé autant de tort. Alors, Nancy, on va expliciter un petit peu plus ce qu'on fait depuis un an. Alors, et puis, on détaillera au fur et à mesure. Posez vos questions en commentaire et surtout, on compte sur vous. Partagez cette information, partagez-le massivement. Aujourd'hui encore, j'ai eu des personnes au téléphone qui me disent « Nous ne connaissions pas votre existence jusqu'à il y a encore quelques jours lorsque un ami nous a transmis la vidéo de François. » Donc ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument qu'ils connaissent David Guillon et Nancy Rizacher. Bien entendu, c'est pas de l'ego que je suis en train de parler. Moi, ce qui m'agace dans tout ça, c'est que un an après la réintégration, ils n'avaient pas conscience et connaissance qu'ils pouvaient être indemnisés. Et c'est ça qui est dommageable, parce que il doit y en avoir énormément encore qui aujourd'hui ne savent pas qu'ils ont des possibilités d'être réparés. Et croyez-moi, je peux vous assurer que quand vous savez que vous avez la possibilité d'être indemnisé, ben, ça redonne de l'espoir, ça redonne du goût à la vie, et ça permet aussi de pouvoir commencer à se réparer. Parce que derrière une procédure judiciaire, c'est aussi la réparation, quelle que soit la décision qui sera rendue. Lorsque vous saisissez un juge, que vous entamez une procédure judiciaire, il y a un processus de réparation qui se met en place. Et ça, sans cette démarche, sans cette possibilité de connaître le dénouement de cette affaire, vous ne pourrez jamais être véritablement réparé, que vous gagnez ou que vous perdez. Donc c'est important effectivement de savoir qu'il y a effectivement ces recours indemnitaires qui sont aujourd'hui possibles. Alors, on va peut-être, pour commencer, on va faire de manière large, Nancy. On va revenir sur une année de recours. On a, comme je l'ai expliqué, plus d'une centaine de soignants libéraux, agents publics salariés, et surtout pour toi, parce que tu interviens beaucoup devant les conseils de prud'homme, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui ont entamé des démarches. Quelle est, toi, la synthèse que tu peux faire aujourd'hui des recours que tu as engagés? Et j'en ferai de même de mon côté après pour essayer d'expliquer où nous en sommes concrètement. De manière synthétique, Nancy, on rentrera après dans le sujet. Oui. En fait, les recours qui ont été faits, c'est déjà la base, c'est parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Et toutes les personnes qui nous ont contactés sont des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se résoudre à laisser ou pardonner encore ou passer outre ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est inadmissible et c'est inacceptable. Donc, les recours indemnitaires sont des recours qui prospèrent. Alors, aujourd'hui, effectivement, la procédure est en cours, mais on a énormément de signaux qui montrent qu'on peut aller vers du positif. Et l'intégralité des recours ont aussi permis, je pense, à chacun de voir que le préjudice subi était un véritable préjudice et un grave préjudice. Parce que quand on s'arrête sur les rappels de salaire, les préjudices matériels, le manque à gagner, la perte de chance, le préjudice moral, quand on met bout à bout, eh bien, je crois, sans trahir les clients qui nous ont saisis et les personnes qui nous ont consultés, eh bien, ils se rendent compte que oui, c'est énorme, c'est énorme. Et ces préjudices-là sont des préjudices qu'il faut chiffrer, détailler, quantifier, mais dont on peut demander réparation. Donc, c'est très important de déposer ces recours-là parce qu'il y a le volet psychologique, on n'accepte pas l'inacceptable et on ne peut pas se résoudre à tourner une page parce que c'est un peu ça que le gouvernement voulait. Hein. On efface tout, on recommence. Oui, on recommence, on y viendra peut-être après puisque la suspension n'est que suspendue et elle n'est pas abrogée, mais ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, les préjudices, c'est pas que les salaires, c'est les droits à la retraite, c'est tout ce qui est inhérent à la relation de travail. Et aujourd'hui, il y a énormément de préjudices à lister et beaucoup de personnes se rendent au départ pas compte en disant bah oui, il y a juste les rappels de salaire. C'est déjà effectivement important, mais il y a plein d'autres préjudices qui sont aussi quantifiables et dont on peut demander réparation. Toi, sur les recours que tu as engagés depuis un an, quel est le bilan que tu peux tirer? Le bilan, il est que en face, on a de plus en plus, je dirais, on est de plus en plus respecté. C'est-à-dire qu'au début, on nous prenait un petit peu pour des va-t-en-guerre. Là, aujourd'hui, on se rend compte, devant les juridictions, qu'il y a quand même
un vrai problème et que, alors il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas le cas de tous, mais il y a quand même une écoute, notamment devant les BCO, du Bureau de conciliation et d'orientation, donc la première étape devant le Conseil de prud'homme. Et là, on se rend compte que oui, les conseillers prud'homaux sont déjà plus à l'écoute, les confrères adverses sont beaucoup plus respectueux, notamment dans les échanges et dans la manière de concevoir l'approche du dossier. Et on se rend compte que bien, il y a beaucoup de conseillers qui aujourd'hui se posent la question. Alors certains attendent qu'il y ait des décisions à droite et à gauche pour prendre leurs décisions, ce qui est dommage, puisque c'est eux qui font la jurisprudence, mais d'autres foncent et commencent à prendre à bras le corps ces sujets-là. Et ça, pour moi, c'est positif. Superbe. Alors, moi, comme vous le savez, je fais essentiellement donc, les recours contre l'État, les recours contre les employeurs, on y reviendra un petit peu après. Au bout d'un an, qu'est-ce qu'on peut dire? Au bout d'un an, tout d'abord, aucun rejet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos requêtes sont considérées comme suffisamment sérieuses. Aucun rejet, donc sur le fond, j'insiste beaucoup là-dessus, on a eu des tribunaux qui ont été un peu zélés, qui ont considéré que lorsque l'on déposait notre requête, en même temps que l'on demandait la réparation auprès de l'administration, il fallait attendre 2 mois, et donc ils rejetaient nos requêtes et nous invitaient à redéposer les requêtes 2 mois après. Donc ça, c'est anecdotique, mais en tout cas, aucun recours n'a été rejeté sur le fond. Donc, tout est encore possible, premièrement. Deuxièmement, le meilleur reste à venir. Troisièmement, ces requêtes sont suffisamment jugées comme étant sérieuses pour ne pas faire un rejet par voie d'ordonnance. Qu'est-ce que c'est qu'un rejet par voie d'ordonnance? C'est la possibilité pour un juge de rejeter votre recours quand il estime qu'il est manifestement irrecevable. Certains d'entre vous en ont fait l'objet lorsqu'ils ont engagé des recours à l'encontre des décisions de suspension. Vous savez, vous receviez une ordonnance et non pas un jugement, vous n'étiez pas convoqué à une audience et vous aviez un rejet de votre requête. C'est ce qu'on appelle les rejets pour irrecevabilité manifeste. Ici, zéro. Zéro rejet pour des recours jugés comme étant irrecevables de manière manifeste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme le disait Nancy, on est en train de taper dans le juste. On est en train d'appuyer sur un point qui est jugé suffisamment sérieux par les magistrats pour qu'un an plus tard, on n'ait aucune décision de justice. Je rappelle quand même qu'il y a 42 tribunaux administratifs en France. Donc, ils ne se sont pas tous passés de mots pour se dire on est tous d'accord, on va juger de la même façon. Non, c'est qu'ils estiment tous en leur âme et conscience, en tant que magistrats, qu'effectivement, les recours qu'on est en train de leur intenter, ils sont quand même largement justifiés et ils méritent un examen approfondi. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, 17 mai 2024, je n'ai malheureusement aucune décision de condamnation à vous fournir. J'en suis bien désolé, mais malheureusement, vous l'aurez compris, je pense raisonnablement que les magistrats sont en train de jouer la montre. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'attendre. Ils attendent pour quelle raison? Ils attendent parce que justement, le 1er janvier 2025, vous ne pourrez plus engager de recours indemnitaire. Le 1er janvier 2025, une grande partie d'entre vous, alors pas tous, il faudra apprécier au cas par cas, mais une grande partie d'entre vous ne pourront plus engager de recours indemnitaire. Et donc, par conséquent, si une condamnation intervenait, naturellement, vous ne pourriez plus, sur la base de cette jurisprudence, agir. Et ça, c'est tout l'intérêt. Si vous êtes prescrit, c'est-à-dire si vous n'agissez pas dans les délais, vous ne pouvez pas obtenir réparation, quand bien même vous auriez tout à fait raison. Parce que si demain, je reviens vers vous et je vous dis, voilà, on a une décision de condamnation, 100 000 euros, à l'encontre de l'État ou à l'encontre d'un employeur, suite à une suspension qui est intervenue et qui, bien que légale, a causé un préjudice tellement grave qu'il fallait indemniser. C'est ça l'argument, on y reviendra juste après. Naturellement, les quelques-uns d'entre vous qui êtes encore extrêmement dubitatifs et qui vous demandez si vous y allez pas, quand vous lisez cette décision, vous dites bien sûr qu'on y va, parce que là, d'un coup, c'est plus une probabilité, c'est une certitude. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est très bien, vous avez raison, c'est prudent d'attendre une décision, et malheureusement, si vous attendez trop, vous serez spectateur de la décision qui sera rendue. Vous ne serez plus acteur. Or, dans la vie, personne n'a envie d'être spectateur. On veut tous être acteurs de notre destin. S'il y a une réparation, on veut tous en bénéficier personnellement. On est content pour nos collègues, mais en même temps, c'est pas parce que nos collègues sont indemnisés que votre vie à vous, elle a changé, et en tout cas que votre préjudice, il a été reconnu. Donc, aujourd'hui, concrètement, il joue la montre. Vous n'aurez, à mon sens, pas de décision avant le 1er janvier 2025.
Et ce, pour une raison d'agenda qui est très simple, qui est que si demain, vous avez une décision qui donne gain de cause à l'un d'entre vous, eh bien, vous serez des milliers à les saisir. Et ça, je peux vous assurer qu'ils n'en ont pas du tout envie. Donc, bonne nouvelle, c'est jugé comme étant suffisamment sérieux pour, en tout cas, mériter d'être instruit par les magistrats. Mauvaise nouvelle, pour l'instant, 17 mai 2024, un an plus tard, aucun de nos recours devant les 42 tribunaux administratifs que nous avons engagés n'a été jugé. Pour autant, ça ne veut pas dire, bien entendu, que tout est perdu. Bien au contraire, si, encore une fois, je le répète, si nos recours étaient manifestement irrecevables, ne vous inquiétez pas, ils nous auraient déjà rejetés par voie d'ordonnance, comme ils l'ont fait, avec les décisions de suspension sans rémunération. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que maintenant, je vous ai dit, vous pouvez être indemnisé. Il faut que je vous réponde à comment on fait. Comment fait-on concrètement? Alors, la première étape, vous prenez un rendez-vous avec un avocat. D'accord? Il y en a plein partout en France qui ont fait des recours. D'accord? Donc, on n'est pas les seuls avec Nancy Rizacher. Vous contactez, si vous avez déjà fait un recours avec un référé suspension et un recours en annulation contre les décisions de suspension, bah, vous contactez votre avocat et puis vous voyez avec lui ce qu'il pense des recours indemnitaires. Nous avons écrit avec Nancy énormément d'articles juridiques sur les recours indemnitaires. Transférez les articles juridiques aux avocats et puis vous prendrez effectivement connaissance de ce qu'ils pensent de cette stratégie pour vous. Mais dans tous les cas, on ne s'aventure pas dans un recours indemnitaire sans au moins prendre le temps de discuter avec un avocat de la bonne stratégie à adopter. Parce qu'il est toujours important d'avoir une stratégie qui soit personnalisée. Vous êtes dans un recours indemnitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de recours collectif. Vous devez chercher à obtenir la réparation de votre préjudice. Et votre préjudice, ce n'est pas celui de votre voisin. Parce que vous, peut-être que vous êtes parti en dépression totale. Peut-être que vous avez été contraint de stopper totalement votre activité et vous n'avez jamais réussi à rebondir par la suite, professionnellement. Peut-être que vous avez été obligé de vendre votre maison. Peut-être que votre durée de suspension, elle n'a duré que 2, 3, 4 mois. Et donc, encore une fois, la stratégie que l'on doit mettre en place, elle va dépendre de votre situation. Donc, première étape, on prend rendez-vous avec un avocat. Vous avez des plateformes un peu partout pour prendre rendez-vous. Moi, je vous invite à prendre peut-être contact avec l'avocat déjà qui vous a accompagné parce que la confiance est quand même important. Mais surtout, faites appel à un avocat qui connaît quand même un petit peu les recours administratifs de la responsabilité sans faute. Parce que j'ai eu aujourd'hui la chance de rencontrer une cliente qui m'a fait part un petit peu d'un recours qu'elle avait intenté avec un autre avocat qui avait été très sympathique et qui l'avait défendu. Et malheureusement, le droit administratif n'était pas son domaine de compétence. Et ça se ressent malheureusement dans les arguments qui sont soulevés et dans la stratégie, les chances de succès qui sont déployées. Donc vraiment, retournez-vous vers un avocat qui connaît quand même ce contentieux parce que malheureusement, c'est un contentieux qui est très particulier. Moi, je le dis souvent à mes clients, quand vous avez un problème de charpente, vous ne faites pas appel à un plombier. C'est pareil ici pour un avocat, quand vous avez un problème de responsabilité administrative, de conseil de prud'homme, vous faites appel à quelqu'un qui pratique la matière, qui fait de la responsabilité administrative ou qui fait du conseil de prud'homme. Autrement, malheureusement, et il est vrai, un avocat ne vaut pas un avocat. C'est une triste réalité, mais un avocat ne vaut jamais un avocat. Si vous me prenez en tant qu'avocat fiscaliste, je peux vous assurer, oui, vous aurez moins de chance qu'un avocat fiscaliste qui fait ça tous les jours. Évidemment, j'y mettrai tout le cœur à l'ouvrage que je pourrais y mettre, mais je ne serai jamais aussi bon que quelqu'un qui ne fait que ça. Donc, première étape, on choisit l'avocat adapté à sa situation et on prend un rendez-vous parce que ça nous permet au moins d'éclaircir un petit peu la stratégie à établir. Chacun a une stratégie différente. Nancy, qu'est-ce que tu en penses de ce premier conseil qui me paraît être le plus important? Il est judicieux et je le partage complètement. Je voudrais juste insister sur la prescription quand même en droit du travail, qui est quand même une prescription en droit du travail. C'est à partir du 15 septembre 2024. Après, c'est glissant, mais le souci, c'est qu'il faut effectivement déposer des recours indemnitaires. Toi, la prescription, elle est quadriennale en droit public. Moi, elle est triennale en droit du travail. Donc ça, c'est important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est lever un tabou sur les inhibitions de certains en disant j'ai été réintégré
et ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'hésite à aller mettre mon employeur au prud'homme parce que finalement, oui, il y a eu un traumatisme, oui, il y a eu 20 mois de suspension avec tout ce que ça a induit, mais j'ai peur. J'ai envie de dire aux personnes, c'est pas l'employeur en lui-même que vous attaquez. L'employeur, il a effectivement appliqué une loi, mais même si la réintégration s'est bien passée, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme parce que c'est votre droit. Votre préjudice est né de la suspension. On n'est pas en train de faire le procès, entre guillemets, moral de l'employeur. On est simplement en train de faire valoir une procédure objective où vous avez été victime d'une suspension du contrat de travail qu'on estime illicite avec des préjudices inhérents. Et à l'inverse, si la réintégration s'est mal passée, parce que j'ai ça aussi dans mon cabinet, des personnes qui me disent « Oui, mais c'était pas mon poste identique, c'était un poste similaire. » ou pas tout à fait similaire. Et depuis, je suis au placard. Et depuis, on m'a changé mes horaires. Et depuis, on me fait faire des tâches plus pénibles. Et tout ça, c'est important aussi parce que dans le recours indemnitaire, eh bien, on l'ajoute. S'il y a de la discrimination, s'il y a du harcèlement moral, s'il y a des choses qui ne sont pas conformes, là aussi, vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable. Et même si vous avez été réintégré et que vous avez un salaire depuis le 15 mai ou aux alentours du 15 mai, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, que la réintégration se soit bien ou mal passée, n'hésitez pas à saisir le conseil de prud'homme parce qu'on peut faire valoir de toute façon vos préjudices et également ceux qui seraient inhérents à la réintégration qui seraient mal passés. Et je pense que c'est important parce qu'il y a un tabou, parfois il y a une réticence de la part des clients à ce niveau-là. Merci Nancy pour ce rappel. Effectivement, quand vous faites un recours indemnitaire, vous n'êtes pas en train de chercher des poux dans la tête de votre employeur, personne privée. On est en train de faire un procès à l'administration, à l'institution. Donc ça, quand même, ça change un petit peu les choses. C'est quand même important de le rappeler et puis surtout dédramatiser des recours. Il y en a vraiment tous les jours. Vous n'êtes qu'un numéro de requête. J'en suis désolé, mais c'est une réalité. Voilà, vous n'allez pas avoir un contrôle fiscal ou des mesures de rétorsion prises à votre encontre parce que vous avez fait un recours. C'est un droit fondamental et encore heureux, vous y avez toujours droit aujourd'hui. Alors, on va revenir un petit peu sur justement quelle est un peu la stratégie qu'on met en place. Il y a une question très intéressante qui a été posée, je vais l'afficher. Pensez, bien entendu, chacun à poser vos questions, partager l'information. On doit savoir qu'il existe un droit à réparation, c'est important. Alors, toi Nancy, ça va ouvrir le bal. Merci Tony Pérez. Plainte contre l'employeur ou plainte contre l'État? Bonne question. Nancy, on commence. Alors, déjà, j'aime pas le terme de plainte parce que souvent, c'est une plainte pénale. On est dans du droit administratif et du droit du travail. Je dirais, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce qu'en fait, le recours contre l'employeur, c'est un recours par rapport à la suspension. Je parle de mon domaine de droit du travail principalement. C'est un recours donc contre la suspension du contrat de travail. Sauf que l'employeur, dans 99,9% des cas, dit « Ah mais attendez, moi j'ai appliqué la loi du 5 août. Moi je n'ai fait qu'appliquer la loi du 5 août. » Alors qu'on peut prouver qu'ils avaient une marge de manœuvre. Et d'ailleurs, la jurisprudence nous montre qu'il pouvait y avoir un entretien, il pouvait y avoir un reclassement, il pouvait y avoir plein de choses qui n'ont, dans la plupart des cas, pas été mises en œuvre. Donc j'ai envie de dire, l'idéal, c'est de faire les deux. C'est-à-dire, vous savez, quand on dit ceinture et bretelles, oui, on est contre l'employeur parce que c'est lui qui vous a suspendu et on est aussi contre l'État parce que c'est lui, rappelons-le quand même, qui a permis à ce qu'une loi, non pas une loi d'exception, une loi qui est passée, alors elle était sui generis, mais elle est passée avec la navette parlementaire, donc elle devait avoir tous les garde-fous qu'un processus législatif devait engendrer. Et malgré tout, elle a été promulguée, elle a été appliquée. Donc, j'ai envie de dire les deux. Les deux n'ont pas les mêmes fondements et ça permet aussi de sécuriser si l'employeur se cache et que la juridiction ne nous suit pas par rapport à ça, eh bien, on peut encore attaquer l'État. Il faut rien lâcher, en fait. Donc, on a des outils juridiques, on a un panel d'outils juridiques. C'est une grosse caisse à outils et j'ai envie de dire, oui, il faut prendre tous les outils à notre disposition. Bien sûr, bien sûr. Donc, en réponse, moi, que je donnerais effectivement à cette question, en réalité, ça dépend toujours de votre situation. Par principe, moi, je recommande de faire les deux. Alors, pourquoi je vous recommande de faire les deux? Parce que l'employeur va vous indiquer qu'il n'a fait qu'appliquer la loi. Ce qui n'est pas totalement faux, puisque sans la loi du 5 août 2021, évidemment qu'il n'y aurait pas de suspension sans rémunération. Deuxième chose, l'État va vous dire que ce n'est pas lui qui a pris directement la mesure de suspension. Il a certes
rendu possible cela par la loi du 5 août 2021, mais ce n'est pas lui qui directement vous a suspendu. En tout cas, pour ce qui concerne les agents publics et les salariés. Donc, moralité, pour moi, on attaque les deux. On se retrouve dans la même situation que le scandale de l'amiante. Scandale de l'amiante qui, dans les années 90, avait donné lieu à des condamnations, hein, encore un scandale sanitaire, comme quoi, pas propre à la crise sanitaire Covid-19 hein, qu'on a connue. La jurisprudence a jugé que l'État et les employeurs étaient responsables. Tous les deux. Chacun pour partie. Pourquoi ? Parce que l'État n'avait pas légiféré pour protéger la population des effets de l'amiante, alors que l'on savait depuis les années 70 qu'effectivement l'amiante était cancérogène, et même bien avant, mais au moins depuis les années 70, il y avait des rapports officiels. Et puis les employeurs, parce qu'ils ont une obligation de sécurité de résultat envers leurs agents et leurs salariés. Moralité, vous attaquez les deux. Et comme aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable et à quelle proportion, au moins vous êtes certain que vous aurez forcément une indemnisation. Alors, attaquer les deux ne signifie pas doubler l'indemnisation. C'est pas ça. Attaquer les deux signifie que vous êtes sûr d'avoir une réparation intégrale. Parce que si demain on a un juge qui vous dit l'État n'est responsable qu'à hauteur de 50% de votre préjudice, parce qu'il a pris la loi du 5 août 2021, mais ce n'est pas lui qui vous a suspendu. Dans ce cas-là, votre indemnisation, elle est diminuée de moitié. Parce qu'il ne sera tenu qu'à la partie pour laquelle il est considéré comme étant responsable. Et si vous n'avez pas engagé avant le 1er janvier 2025 un recours à l'encontre de l'employeur ou de l'État, tout dépend lequel vous avez poursuivi, vous vous retrouvez prescrit pour la moitié qui manque. Donc aujourd'hui, concrètement, je vous invite à faire les deux. Avec cette réserve qui est toujours la même, c'est qu'il faut quand même faire attention. À chaque fois, c'est une stratégie qui est propre à vous-même. Et donc, effectivement, ce principe n'est pas forcément applicable à tout le monde. Concernant l'employeur, Nancy, quoi un petit peu, toi, les arguments que tu vas soulever pour obtenir la réparation, sachant que, comme on le sait, effectivement, la jurisprudence en matière prud'homale a été assez mouvementée depuis 2021. Oui, on a eu, alors je passe sur les ordonnances de référé, mais qui ont été certaines véritablement favorables. Et ensuite, sur le fond, on a encore des décisions là qui tombent régulièrement. Ce qu'on motive tout au début, bien évidemment, c'est la sanction pécuniaire. Le premier moyen qui est soulevé, c'est vous avez été privé injustement et sans date limite de votre rémunération et de tout ce qui va autour du contrat de travail. Donc, c'est une sanction pécuniaire, puisque forcément, vous étiez sans ressources. Et la sanction pécuniaire, en droit du travail, est interdite. Donc, c'est le premier moyen que l'on soulève pour dire que cette suspension de contrat de travail était illicite. Ensuite, on parle de discrimination. Pourquoi de discrimination ? Alors, c'est non seulement, bien sûr, on va nous dire, entre les vaccinés et les non-vaccinés, la situation était différente, donc traitement différent, mais c'est pas ça la discrimination. C'est aussi qu'on s'est aperçu, et là le temps joue pour nous, que certains qui étaient vaccinés ont pu travailler alors qu'ils étaient contaminés. On le sait tous, on a les preuves, on a les éléments, on a les retours. Et alors que d'autres n'étaient pas vaccinés, pouvaient faire des tests. On avait des moyens matériels et scientifiques, entre guillemets, suffisants. Eh bien, eux étaient interdits de travailler. Donc, c'est le deuxième moyen sur la discrimination. Ensuite, il y a un pan énorme qui est le secret médical. Cette loi du 5 août a bafoué, mais d'une manière, je dirais encore une fois, totale et abjecte, le secret médical. Le secret médical auquel vous avez droit, et seul le médecin du travail est apte à avoir connaissance de votre état de santé. Or là, tout est parti. La DRH, le directeur même administratif ou financier pouvait savoir votre statut vaccinal, même les collègues. Il y a eu des plannings affichés dans des salles de repos, il y a eu des choses qui ont été aberrantes. Donc, le secret médical, encore une fois, doit être protégé et c'est un élément fondateur aussi de notre Code du travail. Il y a tous les textes internationaux. Quand je dis les textes internationaux, c'est notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit au respect de la vie privée et la santé fait partie, ça c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la santé fait partie de la vie privée. Donc vous avez également un droit qui est reconnu au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme qui fait que vous devez avoir la protection de votre état de santé.
Le libre consentement, bien évidemment, là aussi, on fait des développements sur le libre consentement, le consentement éclairé. Personne n'a pu donner véritablement des informations fiables, transparentes, objectives sur la vaccination. Et là encore, le temps joue pour nous. Je ne vais pas aller plus loin pour pas faire des amalgames avec d'autres sujets de vidéo ou avec une éventuelle censure, mais on sait très bien aujourd'hui que le vaccin ne protégeait ni de la transmission ni de la contamination. Donc, le libre consentement a été, mais là aussi, violé d'une manière inadmissible. On a d'autres textes, la Convention de l'OIT aussi, qui protègent, là encore, le droit des salariés, l'égalité de traitement, la discrimination. Vous avez la Convention d'Oviedo également. Vous avez un certain nombre, et heureusement, je dirais, de socles juridiques, de référentiels juridiques, qui, lorsqu'on les plaque à la situation, aux situations générées par la loi du 5 août, on s'aperçoit véritablement qu'il y a violation de tous ces textes. Donc, ça, c'est important sur les moyens juridiques qu'on soulève. Et les préjudices. Pourquoi les préjudices? C'est important de les chiffrer, de les quantifier. On va en parler après, Nancy, des préjudices. D'accord. Ouais, on va faire un petit point parce qu'effectivement, on va vous mettre une petite solution juridique pour vous aider à en voir un peu plus. On en parle juste après. Ok, merci Nancy pour ce petit rappel qui était nécessaire, il me semble, quand même, sur les éléments que tu développes dans tes requêtes pour pouvoir faire tomber l'indemnisation au bénéfice des salariés qui, comme tu l'as très bien expliqué, ont jusqu'au 15 septembre 2024 pour pouvoir agir. Revenons un petit peu, donc, bien entendu, sur les recours à l'encontre des employeurs et de l'État. Je vais développer un petit peu plus dessus, parce que c'est effectivement ma partie, en tout cas avec Nancy. Tout d'abord, contre les employeurs. Chose très importante à rappeler, vraiment, si quelqu'un a la possibilité de bien retransmettre cette émission là-dessus, chose très importante, je sais qu'il y a une question là-dessus, je l'ai noté, je vous remercie. Si vous avez perdu votre recours porté à l'encontre d'une décision de suspension sans rémunération, ça n'a aucune incidence sur votre droit à réparation. Aucune. En d'autres termes, vous pouvez parfaitement faire un recours indemnitaire, même si vous avez perdu votre recours contre la décision de suspension. Je vous donne un exemple, et ça vous montrera un petit peu ce qu'il en est. Premier exemple, vous êtes en arrêt maladie le 14 septembre 2021, et pour une raison que j'ignore, vous avez été placé également en suspension sans rémunération avant cette date, avant le 14 septembre 2021. On ne peut pas demander à l'administration de prendre en compte un élément factuel qui n'existait pas à la date à laquelle la décision a été prise. En d'autres termes, le 13 septembre 2021, lorsque vous êtes suspendu, vous n'êtes pas en arrêt maladie. Or, le juge, il est saisi de quoi? Il est saisi de la légalité de cette décision et il va apprécier la légalité de cette décision à la date à laquelle elle est prise. Ne pas reprocher à l'administration de ne pas prendre en compte un élément qui n'existait pas au moment où la décision est prise. La décision sera jugée comme étant légale, quand bien même vous avez été suspendu sans rémunération pendant un arrêt maladie. Ici, dans ce cas très particulier dans lequel beaucoup d'entre vous êtes, c'est-à-dire vous êtes d'abord suspendu et après vous êtes en arrêt maladie, pour vous, vous n'avez pas d'autre choix, vous devez faire un recours indemnitaire. Parce que, effectivement, si vous avez perdu votre recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision de suspension, le juge vous dira, à la date à laquelle la décision a été prise, vous n'aviez pas d'arrêt maladie. Donc, on a un exemple ici parfaitement topique, dans lequel des soignants qui ont gain de cause. Alors là, pour le coup, prends pas de risque à dire que vous allez gagner. Vous prenez la décision du Conseil d'État du 2 mars 2022 qui vous dit qu'il n'y a pas de suspension sans rémunération pendant un arrêt maladie. Et effectivement, vous faites valoir votre jurisprudence. En une requête qui fait 2 pages, c'est bon, vous avez gagné. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Mais il faut le savoir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des soignants qui font un recours en se disant « je suis en arrêt maladie, donc c'est bon, je vais gagner ». Ils perdent parce qu'ils n'ont pas connaissance de cette petite subtilité. On apprécie la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise. Et par conséquent, ils perdent leur recours et ne comprennent pas pourquoi. Dans ce cas-là, c'est juste que ce n'est pas le bon recours. Vous devez faire un recours indemnitaire. La deuxième chose, vous avez été suspendu le 15 septembre 2021 et puis vous êtes réintégré le 15 mai 2023. Entre les deux, ne se passe rien. Bon, déjà ici, vous avez ce qu'on appelle une disproportionnalité, puisque une décision de suspension sans rémunération ne peut pas, bien entendu, vous suspendre sur une période aussi longue. À la date à laquelle l'employeur prend cette décision, il ne sait pas qu'il va vous suspendre pendant 20 mois.
Donc aujourd'hui, les juges considèrent que la mesure n'est pas disproportionnée. C'est OK, ça s'entend, pas de problème. C'est la décision qui est rendue aujourd'hui. J'ai aucun magistrat qui effectivement nous a donné gain de cause sur cet argument avec Nancy, donc on en prend acte, pas de problème. Vous faites un recours indemnitaire, vous dites voilà, on m'a suspendu pendant 20 mois, c'était donc manifestement disproportionné, et je demande à être indemnisé. Là, OK, ça rentre, c'est bon. Bah oui, 20 mois de suspension, effectivement, sans RSA, sans allocation de retour à l'emploi, sans aucune remise fiscale, bah oui, effectivement, c'est complètement disproportionné. Et n'importe quel magistrat ne pourra que le reconnaître, sauf à faire preuve d'une parfaite mauvaise foi. Donc ici, vous gagnez, alors que pourtant, dans le recours pour excès de pouvoir, vous avez perdu. Il y a plein d'autres exemples. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, ce n'est pas le but de vous étendre ma science. C'est juste pour vous dire que, en fait, le fait que vous perdiez un recours contre une décision de suspension n'a aucune incidence sur votre droit à réparation. On va même aller plus loin, parce que dans nos recours, on développe deux argumentaires. On vous dit à la fois, il y a de la faute, la mesure, le comportement de l'administration était totalement illégal, et à la fois, on peut considérer que la décision était parfaitement légale. Allez, chiche, allons-y. Pourquoi on va faire ça? Nous, on va essayer d'argumenter, on va dire, OK, les magistrats depuis 3 ans vous disent que tout est légal, tout est normal, tout est parfait dans le meilleur des mondes, ils n'y voient rien à y redire. Bon, pas de souci. Je ne leur demande pas de dire le contraire de ce qu'ils ont raconté depuis 3 ans, parce que, à moins de faire preuve d'une schizophrénie, il y a très peu de chances qu'un magistrat revienne directement sur une position qui paraissait comme ferme et établie. Moi, ce que je leur dis, c'est OK, c'est légal, mais il existe la possibilité d'être indemnisé, même quand l'acte administratif est légal, sur le fondement de ce qu'on appelle la rupture d'égalité devant les charges publiques. En d'autres termes, la mesure de suspension est légale, mais je subis un préjudice qui est tellement important que j'ai le droit d'être indemnisé. C'est une jurisprudence centenaire qui existe depuis déjà très 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 longtemps, qui a une application régulière lorsque l'administration applique une décision qui a des conséquences financières disproportionnées et qui donne lieu régulièrement, notamment sur des dommages aux travaux publics, à des indemnisations. Donc là, on a de la jurisprudence, il y en a pléthore. Bon, j'en ai pas sur les soignants suspendus, puisque, comme je vous l'ai expliqué, avant le 15 mai 2023, personne n'a fait ses recours. Et que depuis un an, il s'est rien passé, puisque les magistrats sont un peu emmerdés avec les requêtes qu'on est en train de leur faire. Donc ici, vous avez la démonstration que, même si vous avez perdu votre recours contre la décision de suspension, même si on vous dit que c'est parfaitement légal, vous pouvez quand même gagner. Parce que là, on n'est plus sur une question de légalité, on est sur une question de réparation. C'est pareil pour l'État. L'État, on va lui reprocher deux choses. On va lui reprocher à la fois la faute et à la fois le sans faute. La faute, la loi du 5 août 2021 est jugée comme étant légale. Le Conseil d'État l'a jugée, l'a reconfirmé le 4 août 2023, bon, pas de souci. Mais moi, comme vous le savez, j'ai plusieurs recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si demain, la Cour européenne des droits de l'homme me donne raison, ce qui n'est pas impossible, puisqu'il suffirait simplement qu'elle applique sa jurisprudence, eh bien, ça veut dire qu'a posteriori, on va s'apercevoir que la loi du 5 août est parfaitement illégale. En tant qu'avocat, si vous maîtrisez un petit peu les règles procédurales, vous devez, dans votre recours, soulever des moyens relatifs à la faute. Si vous ne le faites pas dans ce délai de 2 mois au moment où vous saisissez le juge, c'est fini, vous ne pourrez plus le faire par la suite. Donc moi, systématiquement, je soulève des arguments tirés de la faute, et notamment, je soulève les arguments que je soulèverai devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est l'avis de la HS du 23 février 2023. Il est très peu connu. Moi, je l'ai conservé, je l'ai mis sur mon site internet, vous pouvez le retrouver assez facilement. Cet avis vous dit quoi? Il vous dit l'obligation vaccinale, à compter du 23 février 2023, n'est plus considérée comme étant utile. Elle est plus utile. Alors pourquoi? Je vous invite à lire un peu l'article. Il vous dit bon, l'Omicron est moins grave. Les vaccins ne sont pas adaptés aux nouveaux variants. Et puis aujourd'hui, bon, la crise sanitaire est mieux jugulée. Donc, ils expliquent que c'est plus nécessaire, c'est plus indispensable d'appliquer l'obligation vaccinale. Pourtant, il faudra attendre le 15 mai 2023 pour que la suspension soit levée. Or, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont dit, dans toutes les jurisprudences qui ont validé les mesures sanitaires, on dit nécessité, utilité, proportionnalité, ces 3 conditions qui sont cumulatives, doivent être toujours, tout le temps, réunies. Et dès que l'une d'entre elles n'est plus caractérisée, dès que l'une de ces conditions disparaît, on doit immédiatement lever l'obligation qui
a été fixé par la loi sur la crise sanitaire. D'autres termes, vous levez le pass sanitaire, vous levez le pass vaccinal, vous levez l'obligation vaccinale. Dès qu'il y a une de ces conditions qui disparaît. Immédiatement, on est d'accord, c'est pas 3 mois. Ou alors, moi, j'ai pas compris la langue française et je sais pas ce que c'est que immédiatement. Immédiatement, c'est dans la semaine. C'est aller éventuellement dans les jours qui suivent si on est un petit peu diligent. Mais c'est pas 3 mois plus tard. Donc ici, on a un principe qui est que là, il y a clairement une tardiveté de la levée de l'obligation vaccinale qui est une faute, qui sera jugée prochainement par les tribunaux. Et je pense là-dessus, à mon avis, il n'y a pas de débat. Hein, ça ne remet pas en cause tout ce qui a été jugé auparavant. Et puis, encore une fois, c'est caractérisé. Là, il n'y a pas de... Voilà, j'ai la jurisprudence, je reprends les arrêts du Conseil d'État, les décisions du Conseil constitutionnel. Bon, ben voilà, hein, c'est implacable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez été suspendu jusqu'au 15 mai 2023, il n'est pas sérieusement contestable que vous avez droit à réparation du 23 février 2023 au 15 mai 2023. Et ça, bien entendu, il faut le faire valoir. La deuxième chose, pareil, je vais considérer que le juge n'est pas schizophrène et qu'il ne va pas me dire le contraire de ce qu'il m'a raconté depuis le début. L'obligation vaccinale est légale, très bien, acte, mais elle cause un préjudice qui est tellement important que je considère qu'il y a une rupture d'égalité devant les charges publiques. Même jurisprudence, même raisonnement avec l'employeur, l'acte administratif est légal, la loi est légale, ok, mais par contre, derrière, moi, j'ai un préjudice qui est tellement important que je demande réparation. Là, c'est pareil ici. Vous avez un droit à réparation parce que, effectivement, certes, la loi du 5 août 2021 est légale, mais elle est la cause directe et immédiate de tous les préjudices que vous avez subis et vous avez droit, à ce titre, d'être indemnisé. C'est la jurisprudence qui le prévoit, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge administratif, le Conseil d'État, en 1938, dans ce fameux arrêt Société les produits la laitière, qui, dans cet arrêt, a jugé que la loi qui avait interdit qu'on utilise d'autres produits que des produits laitiers pour faire des produits laitiers devait être interdit en France et qui avait donc conduit eh bien, à la disparition de cette société qui s'appelait les produits La Fleurette. J'ai écrit là-dessus, donc vous pourrez retrouver l'arrêt, et qui effectivement, cette société disparaît, hein, donc elle fait faillite, et elle a droit à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d'une loi. C'est pareil pour les soignants suspendus, vous êtes concrètement le cas d'école. On ne pensait pas en voir forcément dans notre carrière, mais vous êtes le cas d'école, donc j'ai envie de dire, l'indemnisation va tomber, c'est pas sérieusement contestable. Maintenant, le vrai débat, c'est combien? Est-ce que ça va être 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000? Là, je n'ai pas de réponse, mais par contre, évidemment qu'il va y avoir une indemnisation. Donc, si vous ne voulez pas être de simples spectateurs, il faut faire valoir vos droits et il faut agir avant le 1er janvier 2025. On engage un recours contre l'employeur, on engage un recours contre l'État. Le principe, c'est qu'on le fait contre les deux. Comme ça, on est sûr de pouvoir être parfaitement et intégralement indemnisé. Et là, justement, Nancy, je reviens sur comment on fait pour évaluer son préjudice. Comment calcule-t-on le préjudice? Les préjudices, il est clair qu'on ne peut demander que ce que l'on fait valoir et ce que l'on quantifie. Donc, il faut véritablement prendre un par un l'ensemble des préjudices. Alors, évidemment, on commence par le préjudice salarial en calculant la moyenne des 12 derniers salaires ou les 3 derniers salaires, on prend le plus important, et on multiplie par le nombre de mois, mais pas que. C'est-à-dire qu'on prend aussi le calcul du manque des droits à la retraite. On prend aussi, si vous aviez, par rapport à une ancienneté, une prime d'ancienneté, d'autres primes qui étaient déclenchées. Ça, il faut voir la convention collective, hein, votre contrat de travail, la convention collective, votre ancienneté, etc. Donc déjà, ça, on calcule tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les préjudices matériels induits dont on a déjà parlé. C'est-à-dire, par exemple, tout ce que vous avez dû déployer pour pouvoir survivre, la solidarité familiale, la vente de biens ou de véhicules, que sais-je. Et quand on reprend tout l'historique, la chronologie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place à cause de cette suspension du contrat de travail. Et puis, il y a également la perte de chance. Et la perte de chance, c'est par exemple parce que vous n'avez pas pu construire une maison. J'ai eu le cas là d'une personne... tout était prêt, les permis étaient prêts, les entreprises étaient contactées. Malheureusement, bien sûr, suspension, on ne peut pas construire la maison. Donc, ça veut dire qu'on a un préjudice qui est lié, on reste en location X temps. On a peut-être aussi des pénalités parce que les chantiers ne commencent pas et voilà, il y avait peut-être des engagements. Ça compte aussi. Perte de chance aussi de ne pas avoir pu faire passer le permis à vos enfants de conduire ou bien d'aller faire des études supérieures. Tout ça, c'est important aussi. Et puis, le fameux préjudice moral. Le préjudice moral, qui est un préjudice qui est de fait
partir du moment où on vous assassine socialement, économiquement, qu'on vous laisse sur le bord du chemin, vous avez un préjudice moral. Après, il faut effectivement le détailler avec des justificatifs ou des débuts de preuve. C'est-à-dire qu'il faut que le juge, il faut en fait mâcher le travail au magistrat, il faut que le juge, à la lecture de la requête ou des conclusions, puisse se rendre compte que oui, il y a un lien direct entre votre souffrance, votre préjudice, et qu'on lui explique pourquoi il faut l'indemniser et comment il faut l'indemniser. Donc, ça peut être énormément, ça peut être des attestations. Ça, je veux aussi tordre le cou à un préjugé qui est de dire « Ah ben oui, mais c'est une attestation de la famille, ça vaut rien ». C'est faux. En droit du travail, si vous êtes en burn-out, si vous êtes en dépression, c'est forcément votre entourage familial qui va se rendre compte de ça. Il suffit juste dans l'attestation d'indiquer le lien familial qu'il y a avec vous et les personnes de votre entourage peuvent témoigner. Ça peut être des petits, vous savez, carnets de rendez-vous chez une psychologue ou un psychiatre. Alors, psychiatre, c'est plus facile, il y a une prescription, il y a effectivement, c'est un petit peu plus évident. Mais vous pouvez aussi joindre des ordonnances parce que vous vous êtes soigné par les plantes ou vous avez acheté des choses à la pharmacie. Il y a énormément de... La preuve est libre en droit du travail. Il faut juste, à chaque fois, bien identifier le préjudice, le quantifier le plus précisément possible et puis donner les justificatifs qui permettent au juge de s'y retrouver. Donc, quand on commence à lister les préjudices, on s'aperçoit que il n'y a pas que juste j'ai pas eu mon salaire. Non, j'ai pas eu mon salaire et tout le reste, et tout ce qui est induit. Alors, il faut un lien de causalité quand même important, mais on s'aperçoit que quand vous n'avez plus de rémunération, il y a énormément de choses qui ont découlé. Et une fois qu'on a listé cette chronologie, on se rend compte que eh bien, les chefs de préjudice, on peut les lister, on peut, je dirais, les mettre les uns derrière les autres, et c'est exactement ça qu'on demande comme réparation aux conseillers prud'homaux, donc à la juridiction prud'homale. Donc c'est vraiment important de pouvoir les identifier et les quantifier. Et je pense que faites ce petit exercice, je suis sûre, parce que dans les 3/4 des cas, il y a des découvertes et on se dit, mais oui, au fait, on n'avait pas pensé à ça. Alors le but, c'est pas de charger la barque pour charger la barque, mais il faut ne rien oublier parce que l'intérêt, c'est d'être indemnisé à hauteur de tout ce que vous avez subi. Alors justement, pour évaluer le préjudice, ce qu'on va faire dans quelques jours, je m'engage peut-être une semaine ou deux, c'est qu'on va essayer de mettre en place un petit widget, un petit bout de code en fait qu'on va mettre implémenté dans nos articles juridiques qui vont vous permettre de calculer vos préjudices. Alors comment on va faire? C'est simple, on va vous demander de rentrer deux variables, le montant de votre salaire net par mois, ou en tout cas vos revenus générés par votre activité professionnelle, et la durée de votre suspension. Et ça vous permettra déjà d'avoir un estimatif. Alors bien entendu, ça ne remplacera pas la discussion que vous aurez avec votre avocat et puis tous les éléments qui vous permettront d'ajuster au mieux. Mais ça vous donnera déjà un petit ordre d'idée du montant auquel vous êtes en droit de pouvoir obtenir, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que je constate, moi, dans les rendez-vous que je fais régulièrement, c'est que le calcul n'est pas bien fait. Il n'est pas bien fait. Pourquoi? Parce que d'une part, on a du mal personnellement à se dire calcule mon préjudice parce qu'on a peur en fait un petit peu du résultat qui va devenir. Et la deuxième chose, parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre quels sont les éléments qu'on prend en compte. Notamment, je parle pour les salariés, mais vous savez, lorsque vous avez une rémunération nette, vous avez aussi une rémunération brute. Et vous avez une partie qui n'apparaît pas, c'est les cotisations sociales et patronales. En fait, c'est les droits à la retraite. Donc pour calculer les droits à la retraite, c'est très simple. Vous prenez votre rémunération nette avec le nombre de mois de votre suspension et vous multipliez par 1,75. Et vous avez votre rémunération à laquelle, votre préjudice financier auquel vous pouvez prétendre traitement, salaire et droit à la retraite. Et là, vous apercevez qu'en général, c'est des sommes assez importantes qui en réalité vous ont été volées. J'ai une petite anecdote tout à l'heure, je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. J'ai une cliente qu'on accompagne depuis déjà un peu plus d'1 an qui me dit j'ai pas envie d'aller plus loin. Bon, je lui parle un petit peu des recours indemnitaires et elle me dit j'ai pas forcément envie d'aller plus loin parce que ça m'a déjà coûté quand même un petit peu d'argent, toutes ces procédures. Alors, effectivement, on était un peu plus de 2000 € là, de procédures depuis un peu plus d'1 an qu'on l'accompagne. Et elle me dit je pense que je vais arrêter les frais ici. Et je lui pose la question donc de sa rémunération nette, de la durée de sa suspension, et je lui dis ça vous a pas coûté 2000 €. Ça vous a coûté 73 500 € et 2000 € de frais d'avocat. Bah, je peux vous assurer qu'il y a eu un petit silence qui s'est installé entre nous.
Parce que, effectivement, d'un coup, les honoraires d'avocat devenaient assez dérisoires par rapport au montant réel de son préjudice. Et encore une fois, moi, ce que j'ai proposé, c'est on fait quoi de ces 73 500 euros? Est-ce qu'on les récupère? Est-ce qu'on les laisse? Parce que c'est ce qui se passe hein, quand vous vous dites, bon, bah, ça sert à rien de faire un recours, c'est que vous vous offrez cette somme. Alors, on peut l'offrir, je suis d'accord avec vous, peut-être que 73 500 euros, on n'en a peut-être pas besoin. Mais moi, personnellement, si j'avais été dans cette situation, je pense que je serais allé au bout. Et c'est parce que je suis moi-même convaincu que je peux être convaincant. Et parce que concrètement, je l'aurais fait, ce recours. 73 500 euros, encore une fois, quand on est un soignant, c'est 2 années de rémunération pleine et entière. Bah, si je peux récupérer sur un coup de poker 2 années pleines et entières, bah, je le fais. Voilà. Alors, Bloom, toujours présente, bienvenue, merci encore d'être aussi présente et dynamique. Posez vos questions en direct. Alors, j'affiche la petite remarque de Bloom qui, encore une fois, soulève les points intéressants. Elle a raison, aujourd'hui, effectivement, l'indemnisation réelle, c'est 0 euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'indemnisation. Mais Bloom, j'y compte bien. J'espère vraiment que dans les prochains mois, peut-être années, encore une fois, il faut être patient, hein. J'en parlais hier lors du CSI, le temps de la justice, c'est toujours un temps qui arrive un peu plus après. Vous avez vu qu'il y avait une indemnisation à 1 200 000 euros pour une victime du vaccin H1N1. Bon, bah écoutez, oui, c'est long, mais 1 200 000 euros, ça change un petit peu la vie, même si, encore une fois, on préfère être en bonne santé plutôt que de subir un effet secondaire. Mais en tout cas, ça veut quand même dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas une affabulation. Et ce sera pareil pour les soignants. On n'est pas en train d'affabuler. Oui, aujourd'hui, c'est 0 euros, je l'ai dit au tout début. Pour autant, je suis persuadé qu'il y a des indemnisations qui vont tomber. J'ai hâte de pouvoir communiquer sur ces chiffres, soyez-en certains. Alors, Nancy, on a parlé de l'évaluation des préjudices. On a indiqué quels étaient les recours à engager, l'État, l'employeur. Si vous êtes un libéral également, l'ARS et la CPM, lorsque ces derniers vous ont bloqué dans la rémunération, dans le paiement des actes conventionnés et qu'ils ont écrit à vos patients pour les informer du dangereux criminel que vous étiez, là aussi, encore une fois, vous avez un recours qui vous est ouvert contre eux. On va peut-être commencer à répondre aux questions. Qu'est-ce que tu en penses? On en est déjà à 50 minutes. Bien sûr. Allez, j'en ai mis de côté. Elles sont vraiment super. Vous avez posé des questions incroyables. Merci vraiment à tous. Encore une fois, j'insiste et persiste. Faites en sorte que cette petite vidéo, elle puisse toucher un maximum de monde parce que en 2024, on a encore de nombreux soignants qui malheureusement ne savent pas qu'ils ont un droit à indemnisation. Et comme on l'a dit, on a un délai limité en raison des règles de la prescription, c'est-à-dire des règles qui sont obligatoires et qui font que, passé un certain délai, vous ne pouvez plus demander réparation. Alors, je les affiche ici. Bien entendu, continuez à poser vos questions, continuez à partager. Vous êtes plus de 300 en direct. On vous remercie chaleureusement. On est très content d'être avec vous ce soir. Alors, AM, qui nous a posé une question. Bonsoir. Peut-on engager une action si au moment de la suspension, nous n'avons rien dénoncé? Donc, ça veut dire, j'ai été suspendu, j'ai pas contesté, j'ai pas attaqué, je suis resté finalement un petit peu, on va dire, en état de sidération. Qu'est-ce que je peux faire? C'est clair que oui, il faut foncer dans le cadre de la prescription, c'est ce qu'on vient de dire. Rien n'est perdu tant que vous n'êtes pas prescrit. Donc, 15 septembre 2024 pour les salariés, 1er janvier 2025, tout est possible et tout est jouable, bien sûr. Donc, AM, pour répondre à votre question, même si vous n'avez pas contesté la décision de suspension, vous avez parfaitement le droit d'obtenir réparation. Ce sont deux recours qui n'ont rien à voir entre eux. D'accord? Donc, même si on n'a pas contesté la suspension, on peut très bien attaquer et demander réparation de tout son préjudice. Merci pour cette question parce qu'elle était vraiment hyper intéressante et je pense qu'elle va effectivement intéresser beaucoup de monde. Oui, même si vous n'avez pas attaqué et contesté ces décisions, vous pouvez obtenir réparation. Deuxième question, Tony Pérez, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Est-ce qu'on m'entend? C'est tout bon? Oui. Alors, j'ai déjà porté plainte et j'ai été débouté. Que puis-je espérer? Donc là, c'est la situation. Donc, porter plainte, il a fait une contestation de sa décision de suspension et malheureusement, il a perdu. On l'a expliqué déjà un petit peu tout à l'heure et Nancy, tu peux en remettre une petite couche, mais ce sont des décisions complètement rien à voir. Même si vous avez perdu, ça ne change rien, ça ne préjuge pas à votre droit à réparation. Et puis, ça dépend. Il y a tellement de procédures, même si vous avez fait un référé, par exemple, je ne sais pas ce que veut dire porter plainte. Vous avez débouté, oui.
Voilà, bon, bah, si c'est un référé, ça n'a rien à voir avec un recours indemnitaire. Donc, c'est pas parce qu'on a été débouté une fois qu'on ne peut pas attaquer sur d'autres fondements d'une manière différente. Le droit est complexe, mais le droit est aussi, je dirais, imaginatif. Et il y a plein de choses, justement, c'est ce qu'on fait, David et moi, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'outils qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, oui, a priori, oui, sous réserve de voir ce que vous avez fait, mais normalement, oui, bien sûr. Non, mais moi, là, je comprends la question. Comme j'ai fait un recours, effectivement, contre la décision de suspension, j'ai perdu. Oui, Est-ce que je bah peux oui, faire? oui, mais Oui, vous pouvez ça faire un change recours rien. indemnitaire. C'est autre Voilà. chose, oui. Vous pouvez faire un recours indemnitaire parce que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes arguments. On va pas du tout regarder la même chose. Le recours en annulation contre une décision de suspension, c'est la démonstration d'une illégalité. Or, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous pouvez être indemnisé même si la décision est légale. Quelqu'un a fait la remarque tout à l'heure. C'est dur d'entendre, de dire que ces décisions étaient légales. Je suis d'accord avec vous. Je suis pas en train de dire que c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, si je fais des recours devant la CEDH, ça veut bien dire que c'est pas du tout ce que je pense. Mais la réalité, la vérité judiciaire, qui peut être différente de la vérité juridique, qui, elle, effectivement, parfois prend en compte d'autres éléments. La vérité judiciaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est légal. Donc, il faut qu'on continue de se battre pour faire reconnaître l'illégalité, et surtout, même légal, ça ne vous empêche pas d'être indemnisé. Merci Tony pour cette question. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, deuxième question, Véronique Dejoie. Un avocat du privé m'a dit que la réparation n'est valable que si j'étais en arrêt maladie après ma date de suspension. Or, j'étais en arrêt plusieurs mois avant et à peine 2 mois après. Là, je comprends pas du tout. Enfin, soit il y a eu une confusion, mais vous ne pouviez pas être suspendu pendant un arrêt maladie, ça c'est clair. Les juridictions sont claires là-dessus. Donc, rester en arrêt maladie après la date de suspension, là en plus, je comprends pas tout parce que vous étiez en arrêt plusieurs mois avant et quand même 2 mois après. Donc, vous étiez quand même en arrêt après. C'est sûr que si vous étiez en arrêt avant, et qu'ensuite vous êtes suspendu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, David, et vous êtes suspendu au moment où vous avez réintégré votre poste, il n'y a que la décision de suspension qui peut être attaquée sur d'autres fondements, pas sur le fait que vous étiez en arrêt maladie. En droit du travail, il y a un principe qui dit suspension sur suspension ne vaut. L'arrêt maladie suspend déjà votre contrat de travail. Donc, si on vous suspend pendant un arrêt maladie, ça a été reconnu par les tribunaux, ça n'est pas valable. Pas possible. Alors, moi, j'ajouterais peut-être une chose. Tout d'abord, prenez peut-être un deuxième conseil d'un autre avocat, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'être indemnisé quand bien même la décision n'a pas été contestée, quand bien même la décision est parfaitement légale, et d'être indemnisé intégralement, pas simplement de la période d'arrêt maladie. Peut-être prenez un deuxième avis, ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. La deuxième chose, c'est comme je l'ai expliqué, si vous étiez en arrêt maladie au moment où on a pris la décision de suspension, la décision est manifestement illégale. Si vous ne l'avez pas contestée, c'est pas grave, vous demandez une indemnisation sur le fondement de la responsabilité de l'employeur ou de l'État, et derrière, vous avez réparation. Donc, prenez notre avis, et surtout, je pense sincèrement que la question de l'arrêt maladie, elle n'empêche nullement d'avoir une indemnisation, puisqu'on l'a expliqué, en réalité, c'est la gravité du préjudice qui vous permet d'être indemnisé. Il y a un acte administratif qui est pris, le préjudice est très grave, et effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez droit à réparation, quand bien même cet acte administratif, cette loi est légale. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème à être indemnisé, mais encore une fois, on fera peut-être une analyse plus approfondie de votre situation. Merci encore de votre question. Autre question, Métamorphose, quel beau surnom. Est-ce que les salariés du secteur privé qui n'en pouvaient plus de souffrir et ont accepté une rupture conventionnelle, 16 mois après suspension, peuvent entamer cette démarche de réparation? En d'autres termes, même si on en avait déjà parlé, est-ce que lorsqu'on a fait une rupture conventionnelle, et je pense que ça vaut pour les agents publics et les salariés, est-ce que derrière, on peut quand même remettre en cause la responsabilité de l'employeur? Alors, merci. Oui, la rupture conventionnelle n'est pas une transaction. Donc, à partir du moment où vous avez fait une rupture conventionnelle, vous n'êtes pas dans le cadre d'une transaction. Donc, je vais avoir une réponse un peu normande parce que oui. Non, mais je vais compléter dessus. Moi, j'avais vu un article qui était très intéressant. Après, ça dépend ce qui est mis dans la rupture conventionnelle ne porte que sur la fin de la relation de travail. Donc, elle ne porte que sur la terminaison d'une relation soit statutaire, soit contractuelle. Vous, quand vous demandez réparation, vous en fichez de la fin, vous en fichez de la résiliation finalement du contrat. Ce qui vous intéresse, c'est l'exécution du contrat. Et donc,
Il s'agit de deux moments différents dans la vie du contrat. La suspension, le contrat continuait, la relation statutaire et réglementaire continuait, et vous y avez mis fin avec la rupture conventionnelle. Et la deuxième chose, et Nancy l'a dit, c'est pas une transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas fait un contrat dans lequel vous avez accepté par avance que vous ne remetteriez pas en compte l'exécution de la relation contractuelle ou statutaire. En d'autres termes, même si vous avez accepté une rupture conventionnelle, vous avez parfaitement le droit de vous retourner en responsabilité à l'encontre de votre employeur qui aurait dû faire appel à un avocat pour rédiger une transaction. Tant pis pour lui. Tu veux compléter, Nancy? Non, non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que au départ, on se posait la question parce que dans les ruptures conventionnelles, comme ce n'est pas une transaction, on ne peut pas interdire d'aller dans les tribunaux. Maintenant, comme c'était sui generis, on s'est posé des questions au début. Mais en fait, non. Il y a bien, là, pour le coup, ils ont appliqué le Code du travail. Il y a des dispositions sur la rupture conventionnelle, il y a des dispositions sur la transaction. Donc, ouf, ils n'ont pas fait un mélange et vous pouvez tout à fait aller devant les tribunaux pour contester votre suspension et déposer un recours indemnitaire parce que malgré le fait que vous ayez signé une rupture conventionnelle. C'est autre chose. C'est deux choses différentes, ce sont deux fondements différents et là, le Code du travail s'applique pleinement. Merci en tout cas pour cette question très intéressante qui nous a permis de revenir sur les ruptures conventionnelles. On a fait un article sur le sujet, tapez rupture conventionnelle aiguilleur avocat et vous trouverez facilement plein d'informations. Alors, Christine Clout, merci pour votre question. Alors, Christine, donc ça a été jugé au fond, recours contre ma suspension, et j'ai été condamné à une peine de 1 000 € à verser à l'hôpital, toujours pas réclamé, donc elle a pris des frais irrépétibles. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, oui, c'est pas une condamnation à une peine déjà, c'est pas une sanction, ce sont les frais d'avocat, grosso modo, de l'hôpital qui, comme vous êtes débouté, vous sont mis à votre charge. Donc ça, après, c'est sûr qu'il y a forcément, à l'inverse, si vous aviez gagné, c'est eux qui auraient dû vous payer les 1 000 €. Là, vous avez perdu. Ce sont les frais effectivement de justice, hein, si on est frais irrépétibles, mais le terme, ça peut être les frais de justice. Donc là, toujours pas réclamé, là, pour le moment, vous ne bougez pas. Vous aurez ensuite l'avocat de l'hôpital qui va vous demander de les payer. Ça passe en général par la CARPA, la Caisse autonome pécuniaire de règlement pécuniaire des avocats. Ça devient un peu technique, mais ça, voilà, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que c'est aussi procéduralement, c'est effectivement le risque, mais bon. On va y revenir un petit peu là-dessus. C'est pour ça que je l'ai prise effectivement et que je l'ai épinglée parce qu'elle est intéressante. Alors, première chose, Christine, vous avez tout à fait la possibilité d'être indemnisée. D'accord, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on le répète, le rejet de votre décision de suspension sans rémunération, ça n'a aucune incidence sur votre droit à réparation. Deuxième chose, vous avez pris effectivement 1 000 € de frais irrépétibles. Ce que je constate, moi, c'est quand même c'était très rare. J'ai dû en avoir peut-être 5-6 sur la centaine de recours que j'ai fait. Donc, oui, c'est une possibilité. Maintenant, c'est extrêmement rare, premièrement. Deuxièmement, il y a 2-3 tribunaux qui sont un peu connus pour ça. Nancy, on l'a vu, et puis Lyon. On les a vus aussi. Ils ont été un peu sévères sur quelques requérants. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand ils vous sanctionnent comme ça, parce que c'est une sanction, hein, encore une fois, c'est que vous les faites chier. Et que concrètement, votre situation, elle les emmerde et qu'ils veulent vous dissuader de faire un recours. Alors vous savez, hein, des fois, il faut se dire une chose, c'est que les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Raison de plus pour continuer l'aventure, parce que là, encore une fois, c'est un pied de nez qu'il faut leur faire. C'est pas parce que vous avez perdu la bataille que vous avez perdu la guerre. Et encore une fois, s'ils veulent venir récupérer vos 1 000 €, ils ont qu'à bien se préparer parce que ça ne va pas être facile. Et en plus, si vous faites un petit recours indemnitaire contre eux, à la fin, bien entendu, ils vous en devront beaucoup plus. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Oui, il y a toujours le risque face à un employeur de se retrouver condamné aux frais irrépétibles. Maintenant, c'est quand même extrêmement rare. Et je tiens à rassurer tous ceux qui font des recours contre l'État. Là, ici, il n'y a pas de condamnation aux frais irrépétibles puisque l'État n'a pas d'avocat. Donc, s'il n'y a pas d'avocat, il ne peut pas y avoir de condamnation aux frais d'avocat. Donc, voilà un petit peu les informations. Il y a toujours, dans toute action juridique, un risque d'être condamné aux frais d'avocat. 1 000 €, c'est particulièrement sévère. Moi, j'avais eu plutôt 250 €. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Sur 100 dossiers, c'est 1 ou 2 dossiers, quoi. C'est vraiment très, très rare. Donc, oui, ça peut arriver, mais encore une fois, si vous commencez à prendre des condamnations comme ça, c'est peut-être que vous êtes en train d'appuyer sur quelque chose qui fait mal. Et je pense qu'ici, on a un magistrat qui, visiblement, n'était pas très à l'aise à devoir écrire tout et son contraire dans une décision qui ne peut pas rimer avec le terme de justice. Et encore moins quand on a une condamnation à 1 000 € alors qu'on a été suspendu sans rémunération. Autre question.
Alors, c'est Philippe Zito, pas évident à le dire. Alors, depuis la réintégration, je n'arrive même pas à récupérer mes fiches de paye. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les fiches de paye, Nancy? Ben là, Droit du travail. c'est directement une requête en référé. La fiche de paye, vous devez l'obtenir. Et là, vous passez même pas par la procédure au fond, bureau de conciliation et bureau de jugement. C'est une requête en référé avec une astreinte et vous mettez votre employeur donc devant sa responsabilité. Vous exigez vos fiches de paye dûment établies, dûment remises avec une astreinte. Ça veut dire que s'il ne s'exécute pas, en plus, il a une sorte d'amende, une condamnation pénale par rapport au nombre de jours où il aurait dû vous donner votre fiche de paye. Et ça, c'est comme le versement du salaire, c'est comme un certain nombre de principes en droit du travail. La fiche de paye, vous devez l'obtenir. Donc là, c'est en fonction de là où vous habitez, vous allez au conseil de prud'homme et en référé, donc par définition quelque chose de rapide, avec astreinte. Il faut bien indiquer que vous demandez sous astreinte la remise de vos bulletins de paye. Il faut lister bien évidemment les mois. Il faut joindre un certain nombre de pièces que les magistrats se rendent compte de ce qu'il y a eu. Et puis vous aurez vos fiches de paye puisque c'est un droit et l'employeur sera condamné. Tout à fait. Alors, en droit administratif, l'employeur n'a pas d'obligation d'établir des fiches de paye. C'est effectivement un petit peu différent, mais vous pouvez quand même lui demander la communication de ces documents. Et en tous les cas, moi, ce que je ferai, c'est une saisine CADA pour obtenir la communication des bulletins de paye si jamais il y avait effectivement une réticence à les communiquer. Hop, donc ça, cette question a été traitée. Autre question, Virginie Hurtaud. Et donc, de façon approximative, quel est le coût de ce type de démarche avec un avocat? Si tu veux, Nancy, je commence, puisque elle est très intéressante, cette question. Elle est importante. Effectivement, il faut pouvoir en discuter. Déjà, la démarche n'est pas gratuite. Donc, je pense que là-dessus, évidemment que la démarche n'est pas gratuite parce qu'il y a un travail qui est titanesque. Je pense que ceux qui ont fait les recours avec nous peuvent en témoigner. On a vraiment bossé les dossiers. Et par conséquent, forcément, cette démarche, elle ne peut pas être gratuite. La deuxième chose, c'est que ce coût de cette procédure, il va toujours dépendre de la stratégie qui est mise en place avec votre avocat. Parce que on va chercher à indemniser votre préjudice à vous. Donc peut-être que vous allez faire un recours, 2 recours, État, employeur, employeur, État. Peut-être que votre situation, elle est un peu complexe, elle va nécessiter de déployer plus d'arguments, peut-être un peu moins d'arguments. Peut-être que l'enjeu financier est complètement faramineux. Je rappelle que j'ai quand même une demande indemnitaire à plus d'1 million d'euros, avec notamment un gynécologue qui a effectivement subi vraiment des mesures complètement disproportionnées. Et que, bien entendu, tout ça va rentrer un petit peu en compte dans le devis qui va être établi. Je rappelle aussi quand même que, pour la plupart d'entre vous, il est possible de solliciter votre protection juridique. Responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile, assurance habitation, assurance de prêt immobilier, assurance avec votre carte bancaire. Vous pouvez non seulement les solliciter, mais en plus, vous pouvez les cumuler. Donc moi, j'ai quand même pas mal de clients à moi qui ont réussi à obtenir des financements de la part de leur protection juridique. Et enfin, vous avez aussi la solidarité de la part d'un certain nombre de syndicats. Je parle notamment ici du syndicat Liberté Santé, que j'ai eu encore le plaisir de voir à l'occasion de la 150e du CSI, qui, comme vous le savez, finance régulièrement des recours pour des soignants suspendus. On les remercie vivement et chaleureusement et on leur souhaite bien entendu de pouvoir continuer à pouvoir le faire grâce aux dons qu'un grand nombre de personnes ont pu leur faire. Et j'espère vraiment que vous continuerez à soutenir ce syndicat qui est vraiment extraordinaire et qui agit avec vraiment brio, au plaisir et au soutien des intérêts des soignants qui ont été suspendus. Nancy, est-ce que tu vas rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je crois que tu as dit l'essentiel. C'est sûr qu'encore une fois, ce sont des requêtes individuelles et l'intérêt d'une requête individuelle, c'est que c'est du sur-mesure. Donc, c'est du sur-mesure depuis la collecte des informations, l'étude et l'analyse des pièces jusqu'à effectivement le coût. Parce que forcément, comme tu l'as très bien dit, il y a du travail, il y a à un moment donné un coût horaire et ça dépend de chaque situation. Et l'avantage, c'est que il faut que nous, on puisse vous orienter vers ce qui est le plus juste. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de faire
une démarche adaptée à votre situation. Alors ça a aussi un temps et ça se paye, mais le but, c'est pas non plus de vous embarquer. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Je vous embarque pas non plus si ça vaut pas le coup ou si donc il y a une étude préalable. Et puis après, voilà, on vous fait. Mais il y a une convention d'honoraires c'est une obligation chez tous les avocats. Je tiens à le rappeler parce que une convention d'honoraires qui est signée entre vous et nous. Et cette convention d'honoraires fixe exactement les diligences et les modalités donc d'exécution de ces diligences. Donc tout est transparent et tout est formalisé dans ces conventions d'honoraires qui, encore une fois, sont obligatoires. Ah, on a perdu David. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Toujours là, toujours présent. Je suis désolé, j'ai mon ordinateur qui va tomber en rade, donc j'ai dû absolument trouver en urgence le câble. Donc je m'en excuse. Donc oui, Virginie, encore une fois, je rejoins ce que Nancy a dit. Si ça n'en vaut pas la peine, on ne vous embarquera jamais dans une recours indemnitaire. Et donc dans ce cas-là, le coût, c'est zéro. Parce que là, vous n'avez aucun intérêt à exposer des frais. C'est pour ça que je vous dis toujours, première étape, on prend rendez-vous avec un avocat et on essaie d'établir ensemble la stratégie, la bonne stratégie qui est adaptée à votre situation. Moi, je le dis souvent à mes clients, si vous avez été suspendu 2-3 mois, faites pas un recours indemnitaire. Ça ne vaut pas le coup, c'est trop de démarches, c'est beaucoup trop de travail. Et comme je vous l'ai dit, moi, je pense que l'argument fort, celui qui va vraiment faire mouche, c'est celui de la responsabilité sans faute. C'est-à-dire la responsabilité de la loi s'applique, elle me cause un préjudice et j'ai droit à être indemnisé. Parce qu'on n'exige pas cette faute, et bien derrière, il faut que votre préjudice soit suffisamment important. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut faire une analyse précise de votre situation et établir ensemble un petit peu le montant du préjudice que vous êtes en droit de pouvoir réclamer. Merci pour cette question, en tout cas, Virginie Hurtaud. J'espère vraiment qu'on a réussi à y répondre. On a une autre question, toujours de Virginie Hurtaud. Est-ce qu'une période de mise en congé sans solde durant la suspension peut mettre en échec un recours ou une indemnisation? Donc là, ici, on est dans une situation où c'est soit un congé sabbatique, soit une mise en disponibilité pour convenance personnelle qui est prise. Donc là, ici, petite spécificité, excusez-moi, quand vous avez décidé de votre propre initiative que il fallait rompre le lien, en tout cas le suspendre entre votre employeur et vous. Vous êtes un agent public, vous dites, bon, je me mets en disponibilité, comme ça je peux aller travailler ailleurs. Très bien, bonne stratégie si effectivement vous avez concrètement un emploi à côté. Si vous êtes un salarié, vous dites, je me mets en congé sans solde, comme ça derrière, je suis plus suspendu et je peux effectivement réclamer, en tout cas essayer d'avoir une autre vie professionnelle. Dans ce cas-là, c'est simple, si l'employeur vous a accordé le congé sans solde ou la mise en disponibilité, il a fait ce qui, moi, me paraît un peu normal, c'est qu'il vous a libéré de cette suspension sans rémunération. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'un côté ce qu'il vous a accordé de l'autre. Donc, pour moi, l'employeur est tenu pendant toute la période de suspension et après, la mise en disponibilité au congé sans solde, c'est plus lui qui est tenu de vous réparer votre préjudice. Est-ce que ça veut dire pour autant que la période de disponibilité ou de congé sans solde ne peut pas être indemnisée? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que ce n'est plus la même personne qui vous indemnise. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en disponibilité d'office pour cause de vaccination obligatoire, je suis désolé, mais on n'a pas forcément la possibilité d'aller faire un métier qui n'a rien à voir avec notre domaine de compétences. Et donc, par conséquent, pour moi, cette disponibilité, elle cause un préjudice direct et immédiat qui résulte de la loi du 5 août 2021. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de se reconvertir du jour au lendemain et de partir dans une profession qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient auparavant. Par conséquent, c'est l'État, au titre de la loi du 5 août 2021, qui devient responsable de la période de congé sans solde ou de mise en disponibilité d'office. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, il faut à chaque fois établir une stratégie pour savoir qui est responsable. Lorsqu'on attaque l'État et l'employeur, il y a des fondements de responsabilité différents, des préjudices qui sont différents. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'obligation de reclassement, mais c'est un préjudice qui est propre à l'employeur et non à l'État. Et donc, en réalité, les fautes ne sont pas toujours exactement les mêmes, les préjudices ne sont pas toujours exactement les mêmes, et c'est la raison pour laquelle il faut analyser votre situation et engager des recours à l'encontre des personnes responsables. Nancy, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça?
Non, juste peut-être 2 mots sur l'exécution loyale du contrat de travail, parce qu'on a eu des décisions sur ce point-là, c'est-à-dire que tu parlais de reclassement. C'est un des éléments, alors encore une fois en droit du travail, qui n'était pas expressément mentionné dans la loi du 5 août, mais la jurisprudence est venue préciser qu'au moment de la suspension, le principe fondateur du Code du travail de l'exécution loyale du contrat de travail imposait à l'employeur au moins une recherche, pas une obligation de résultat, mais au moins une obligation de moyens de recherche d'un éventuel reclassement sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale. Et là, on a plusieurs arrêts, plusieurs jugements, pardon, au fond, qui indiquent que ce principe de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail permet aussi, là aussi, une indemnisation, et des dommages et intérêts ont été octroyés sur cette base-là. Donc, il y a plein de petites, je dirais, subtilités, de petites niches à activer pour pouvoir obtenir une indemnisation, une réparation. 34 SSM, remettez-moi la question, s'il vous plaît, je ne la retrouve pas, mais je continue de regarder, bien entendu, les questions que vous posez, je vous en remercie. Alors, on en était, donc, cette question, on y a répondu, donc j'espère que ça vous a donné beaucoup d'informations. Partagez autour de vous, je pense que c'est important qu'un grand nombre d'entre vous soyez au courant. Alors, Philippe Zito, encore une question, merci beaucoup. Pardon, donc question con, c'est jamais des questions cons, merci de les poser. Y a-t-il eu un recensement officiel des personnels suspendus? On parle de combien de personnes concernées? Une action collective est-elle faisable? Merci, ce sont des questions super intéressantes. Donc oui, ne vous censurez pas, merci beaucoup. Nancy, est-ce que tu veux commencer? Alors, pour moi, le nombre exact, on ne le connaîtra jamais. Il a été largement minimisé par les instances gouvernementales, pour les raisons qu'on connaît. En plus, il y a beaucoup de situations qui ont été dans une nébuleuse à un moment donné, entre les démissions, les arrêts maladie, les suspensions pures et dures, enfin voilà. Et donc, le chiffre, non. Moi, je pense qu'on ne le connaîtra jamais. Je pense qu'il est bien plus important, bien sûr, que les chiffres, entre guillemets, officiels qu'on nous a servis, mais on ne le connaîtra jamais. Une action collective, non. En droit, non, je ne pense pas qu'on puisse faire une action collective. Je pense que des actions collectives telles qu'elles ont été menées sont des actions politiques, de lobbying, des pétitions, des choses comme ça, oui, qui sont sûrement nécessaires, mais dès lors qu'on parle de recours devant une juridiction ne statuera que sur une situation précise, sur une situation identifiée et personnelle au requérant. Après, vous pouvez faire des actions individuelles de masse, et bien évidemment, par exemple, devant un conseil de prud'homme, vous le savez tous, même dans d'autres domaines, quand il y a un licenciement économique qui n'a pas été mené selon les procédures adéquates, vous avez des requêtes en rafale avec toutes les personnes pour des grosses entreprises qui vont déposer un recours. Et là, évidemment, il ne faut pas dire que ça n'a pas d'impact, ça a un impact d'autant plus qu'il y a je dirais, un mouvement collectif, mais par des requêtes individuelles de masse. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais devant une juridiction, le juge ne statue que sur une situation d'espèce, une situation propre au requérant. Alors, je reprends la question, je vais juste compléter un petit peu ce que tu as dit. Effectivement, il n'y a pas de recensement officiel. L'État fait état de 4000 personnes, mais il reconnaît lui-même sur son site servicepublic.fr qu'en réalité, ça ne prend pas en compte ceux qui ont démissionné, ceux qui ont été rétablis, ceux qui ont fait des faux certificats, ceux qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, etc., etc. Donc, en fait, on ne connaît pas le chiffre, mais on parle de 4000. Bon, j'ai envie de dire, moi, je sais déjà que j'en ai accompagné plus de 300, donc je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. La deuxième chose, est-ce qu'une action collective est possible? Non, on fait des recours indemnitaires, donc ce sont des recours individuels, mais effectivement, on les fait de manière assez importante, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine de soignants, agents publics, salariés et libéraux qu'on accompagne avec Nancy partout en France. J'insiste, partout en France, parce que très souvent, on a le sentiment qu'il faut un avocat local. Moi, je pense que la première chose à privilégier, c'est déjà, est-ce que c'est un avocat qui croit en votre procès? S'il ne croit pas en votre procès, c'est mal barré. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il a travaillé un peu sur le sujet? Parce que, je vais le rappeler encore une fois, ça me paraît très important, mais Nancy, ça fait 4 ans que tu travailles dessus. J'imagine que ta requête que tu as faite en 2020, en 2021 sur ce sujet, et la requête que tu fais aujourd'hui en 2024, c'est pas exactement la même.
Ben forcément, elle évolue par rapport au jugement qu'on a eu, elle évolue par rapport à tout ce qu'on a eu depuis ces 4 ans, elle s'enrichit, elle s'affine, c'est vivant, hein, le droit du travail comme le droit public, c'est l'instrument juridique, il est vivant et on utilise évidemment tout ce qu'on a eu depuis 4 ans. C'est ce que j'appelle l'expérience. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que ceux qui la portent. Donc, prenez un avocat qui a l'habitude de ce genre de contentieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on est devant le juge administratif, en fait, la procédure est dématérialisée. Vous saisissez en ligne le juge et le juge vous juge uniquement sur la qualité de vos écritures et sur les pièces du dossier, c'est-à-dire les preuves que vous apportez. Quand je parle de preuves, je parle de quoi? Si vous me dites « je suis médecin libéral », je veux le diplôme et je veux effectivement l'avis sirène qui dit que vous exercez. Parce que si vous dites une affirmation n'est pas une démonstration. Vous me dites « j'ai été suspendu, j'ai plus de revenus pendant 2 ans ». Vous me produisez les éléments fiscaux et comptables. Vous me produisez les avis d'imposition. Ça va me permettre de voir avec des éléments officiels et concrets quel est votre préjudice. Si vous me dites j'ai un préjudice moral, j'ai été extrêmement triste. Moi, je veux un certificat médical qui me dise noir sur blanc que vous avez été impacté par la suspension sans rémunération. Considérez une chose, sans preuve, le droit n'est rien. Sans preuve, le juge ne vous donnera pas raison. Donc, on doit, avec vous, dans un vrai travail d'équipe, réussir à préparer cet argumentaire et de réussir à démontrer tout ce qu'on va pouvoir affirmer. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, bien entendu, vous êtes toujours dans le cadre d'un recours qui est individualisé. Votre situation, ce n'est pas celle de votre voisin. Alors, autre question donc de Mathilde LPT. Donc, bonsoir Maître Guillon. Comment déposer un recours indemnitaire suite à une suspension de presque 5 mois, à l'issue duquel j'ai démissionné, avocat collectif? Merci pour votre réponse. Nancy, que voudrais-tu lui répondre? Déposer un recours indemnitaire suite à une suspension de 5 mois, ça dépend effectivement. Sur le principe, je dirais oui, bien sûr, quelle que soit la suspension en elle-même, ouvre droit à une indemnisation. Après, il faut voir le préjudice, il faut voir si effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça vaut le coup. Moi, je pense que 5 mois, oui, ça vaut le coup. Et c'est un recours individuel. J'ai vu de nouveau le terme collectif. Non, c'est un recours individuel avec, comme tu viens de le lister, les préjudices durant ces 5 mois et les préjudices induits durant cette suspension de 5 mois. Donc, pour moi, oui, je vois pas la démission Si la question c'est est-ce que la démission après fait que ça atténue un recours? Non. Non, parce que la suspension a eu lieu et justement, je dirais que c'est même presque la pression que vous avez subie qui vous a contraint à démissionner. Donc, sur le préjudice moral, moi, j'ajouterais même, vous avez été dégoûté au point que vous avez été obligé de démissionner. Et la démission était la pire des solutions, puisque là, pour le coup, c'était ni rupture conventionnelle, ni licenciement. C'était je dirais, j'ajouterais une chose. Toute la période de suspension est due par l'employeur et par l'État, bien entendu. Et après votre démission, si pour moi, vous n'avez pas travaillé, ou si vous avez travaillé, mais que vous avez eu des revenus qui étaient moindres que ce que vous aviez auparavant lorsque vous étiez soignant, eh bien, vous pouvez demander à l'État l'indemnisation, soit du préjudice résultant de l'absence d'activité totale, soit du préjudice résultant de la différence entre votre ancien niveau de vie et votre nouveau niveau de vie jusqu'au 15 mai 2023. Parce que concrètement, on se doute bien que quand vous êtes un soignant, si vous démissionnez après avoir été suspendu et que vous n'avez plus de revenus par la suite, c'est pas parce que vous avez fait le choix d'être finalement en galère et en misère. C'est pas du tout le cas. Donc évidemment que là, pour moi, il y a un lien direct et immédiat, certain également, avec la loi du 5 août 2021. J'ai d'ailleurs certains de mes clients qui sont dans cette situation. Moi, je calcule leur préjudice comme ça jusqu'au 15 mai 2023. Date à laquelle l'obligation vaccinale est levée et qui leur permet donc de mettre fin à leur préjudice. Il y a une question intéressante que ça m'inspire, c'est qu'est-ce qui se passe si finalement j'ai pas travaillé, j'ai pas eu la possibilité d'aller faire autre chose? Est-ce que j'ai quand même le droit d'être indemnisé? Parce qu'on pourrait me dire j'avais qu'à me faire vacciner ou j'avais qu'à travailler ailleurs. Moi, je vais appliquer un principe très simple qui est que la victime n'a aucune obligation de minimiser son dommage. On va aller même plus loin. Même si le dommage est extrêmement important, il faudra le rembourser et l'indemniser quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Je pense que vous aurez compris la référence et que, bien entendu, c'est ce que je demande dans mes requêtes.
même si vous avez été suspendu pendant 20 mois et que vous n'avez pas travaillé, parce qu'encore une fois, quand on est soignant, bah, on n'a pas été formé pour aller faire de la charpente, de la maçonnerie ou devenir animateur colo. Et que bien entendu, dans ces conditions, bah, on ne va pas se reconvertir du jour au lendemain. Si on est suspendu, eh bien, on doit indemniser l'intégralité du préjudice, quoi qu'il en coûte. Alors, on a une autre question donc, de 34 SSM. Alors, je ne sais pas si c'est une consultation personnelle. Je vais essayer de voir si ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, elle a été déboutée. Donc, j'imagine que c'est les décisions de suspension qui ont été déboutées, licenciée. Elle a fait appel donc à son avocat. Ça ne doit pas être moi, je pense, qui lui a conseillé de récupérer une indemnité et arrêter les procédures. Donc là, je ne sais pas exactement 34 SSM ce qu'il en est. Je ne connais pas votre dossier. Ce que j'ai envie de dire, c'est prenez rendez-vous avec un avocat. Si votre avocat actuel n'a pas été plus explicite, prenez un autre avocat, un autre avis, et puis essayez de voir effectivement ce qu'il en est pour établir une stratégie, puisque peut-être qu'effectivement il a totalement raison, peut-être que ça ne sert à rien d'aller faire des recours, ou peut-être au contraire que vous auriez tout à fait le droit d'être indemnisé, notamment au regard des informations que je vous ai données lors de cette émission. Donc, prenez rendez-vous. Oui. Sans connaître le dossier, on ne peut pas répondre à cette question. Enfin, c'est compliqué. Et encore une fois, je l'ai dit, ce ne sont pas des consultations juridiques en direct que nous faisons. On essaie de donner un maximum d'informations pour le plus grand nombre d'entre vous. Alors, question hyper intéressante encore de Philippe Zito. Donc, merci encore de vos questions. Existe-t-il une liste d'avocats référencés par région qui défendent la cause Plandémie? En d'autres termes, des avocats sensibles à la cause des soignants suspendus. Nancy, je te laisse commencer. Alors, non, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de référencement. Simplement, nous, étant dans le groupe des résistants, bien évidemment, on se connaît et on se fait confiance par rapport à ceux qui combattent la même cause que nous. Donc, la liste, nous, on l'a, je dirais, de façon informelle, puisqu'on ne travaille qu'avec des confrères qui partagent évidemment nos convictions et nos combats. Donc, voilà, après, vous avez, j'imagine, la connaissance de certains, ben, voilà, on n'est pas les seuls, mais qui travaillent aussi sur ce domaine-là et qui font de la résistance, mais il n'y a pas de liste. Et j'ai envie de dire, voilà, heureusement qu'il n'y a pas de liste, parce que on n'est pas dans le macartisme, on n'est pas, voilà, la liste, bon, moi je suis pas trop à l'aise avec la notion de liste, mais en revanche, on sait sur qui on peut compter et on peut vous aiguiller, bien évidemment. Bien entendu. Après, comme je l'ai expliqué, hein, on peut intervenir partout en France. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on fait avec Nancy, c'est-à-dire que devant le juge administratif, la procédure est écrite. On peut intervenir partout. J'ai beaucoup de soignants, par exemple, en Martinique et à l'île de la Réunion. Vous imaginez bien que je ne suis pas parti là-bas tous les 4 matins, mais pour autant, on peut les accompagner et on peut les aider sans aucune difficulté. Et après, pour ce qui va être les conseils des prud'hommes, là, ici, on doit se déplacer. Moi, je fais appel à mon réseau d'avocats partenaires. Exactement. Souvent des avocats qui sont contents de pouvoir agir sur ces questions, mais qui pour autant n'auraient pas souhaité endosser la totale responsabilité de ces procédures, qui, je l'explique encore une fois, sont très complexes, très rigoureuses, et avec notamment énormément de choses trappes qui sont mis dans nos roues par justement les magistrats. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de magistrats moi, qui me demandent de maintenir mes requêtes en disant qu'elles ne sont pas vraiment sérieuses, et si je ne fais pas un courrier de confirmation dans un délai d'1 mois, je suis présumé m'être désisté. Donc, vous avez bien compris que c'était quand même assez compliqué Enfin, il faut vraiment être attentif à ce type de recours. Alors, on arrive à 1h30 d'émission. Juste une petite précision sur les bureaux de conciliation et d'orientation. Bien évidemment, moi, je travaille dans toute la France, mais il est clair que je ne vais pas aller, je suis à Épinal, je ne vais pas aller à Brest ou à Perpignan pour un bureau de conciliation. Non, mais qui dure 5 minutes, parce que parfois, quand il n'y a pas de transaction, c'est juste un calendrier de procédure. Et je tiens à le souligner quand même, vous facturez, ce serait pas loyal. Donc, effectivement, on a ce réseau d'avocats partenaires qui sont tout à fait, je dirais, convaincus de la cause. Tout ça pourquoi? Parce que la procédure devant un conseil de prud'homme, lorsque vous allez simplement chercher un calendrier de procédure, ça vaut pas le coup de se déplacer. C'est aussi pour vous éviter des coûts. Le but, c'est pas de profiter de la situation et de facturer pour facturer. Donc oui, on a un réseau de postulants, mais que l'on choisit et qu'on ne s'adresse pas à n'importe qui, bien sûr. On arrive à 1h30 d'émission, il reste 3 questions, on va y répondre. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu répondre à plus de questions, j'espère vraiment que ça vous a apporté un maximum d'informations. Pensez à vous abonner, pensez à partager surtout. Encore une fois, beaucoup de soignants ne savent pas encore qu'ils ont un droit à réparation. C'est important de les informer. Après, ils agissent pas, mais au moins, ils sont au courant.
Une question de Bloom, très intéressante. Qui peut évaluer la souffrance psychique? Un médecin psychiatre, j'en ai un très bien, qui est pas très loin, qui fait de la téléconsultation. Je lui envoie tous mes patients et je peux vous assurer qu'elle est géniale. J'ai des documents permettant d'établir le préjudice extrêmement précis et je le remercie parce que vraiment, elle fait un travail incroyable. Donc oui, on peut faire évaluer la souffrance psychique, mais pas forcément avec n'importe qui. Ça tombe bien, j'ai la bonne personne. Nancy, est-ce que toi aussi, tu as un médecin psychiatre super sur qui on peut compter? Oui, bah, bien sûr, à partir du moment où vous n'avez pas, vous, votre propre thérapeute qui pourrait faire un certificat, une attestation, bien évidemment, il y a d'autres moyens pour pouvoir attester de la souffrance physique. Donc, il y a ce certificat des professionnels. Et puis, il y a aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes les preuves, les justificatifs que l'on peut apporter par l'entourage, par des démarches, donc la souffrance physique, oui, elle est aussi chiffrable, bien sûr. Merci en tout cas, Bloom. Gwen, vous n'avez pas peur qu'en dévoilant tous vos arguments, cela leur permet de contre-argumenter? Ben non, puisque quand on est devant un juge, on dévoile tous nos arguments. Donc C'est le non, non, principe du l'objectif, oui, l'objectif, c'est au contraire, hein. Si d'autres avocats veulent s'emparer de ces arguments, moi j'ai écrit très largement sur le sujet, j'ai donné toutes les informations que j'avais qui se servent, hein. Vraiment, moi le but, c'est la cause des soignants suspendus, hein. Vous avez compris, hein, c'est mon fer de lance, c'est le combat de ma vie. Je vais aller au bout de cette démarche. Si je suis pas tout seul, tant mieux. Mais encore une fois, quoi qu'il advienne, j'irai jusqu'au bout. Donc non, non, les informations sont en ligne, elles sont librement accessibles. Maintenant, tout le monde ne va pas forcément réussir à les utiliser correctement. Donc c'est pas parce que vous donnez un outil qu'on l'utilise tous extrêmement bien. Donc ça, c'est une réalité. Tu partages cet avis aussi, Nancy? Oui, oui, tout à fait. Et puis bon, on a un grand principe en droit, c'est le principe du contradictoire. Donc à partir du moment où on fait valoir je dirais des arguments à un juge, il faut qu'on en débatte avec la partie adverse. Donc c'est loin des séries policières américaines où on se fait des crocs en jambes et on garde des derniers indices ou des derniers arguments. C'est pas du tout ça. En tout cas, dans les recours de droit public et là de droit du travail, on est vraiment tenu au principe du contradictoire. Donc on met tout sur la table, on déballe tout pour justement ensuite pouvoir en débattre ouvertement et que le juge puisse en avoir connaissance avec les arguments et les contre-arguments des deux parties. Oui. Allez, dernière question pour la soirée. Elle est pour toi, Nancy. Tu es mon invité, c'est normal. Est-ce que tu as eu des décisions rendues par des cours d'appel sur des réintégrations? Tu sais, on avait fait 2 émissions dans lesquelles tu avais obtenu gain de cause Oui. devant les conseils de prud'homme. Est-ce que Oui, tu peux me alors dire un peu plus? j'attends le délibéré. Le souci, c'est que par rapport aux décisions au fond, il n'y a pas eu 36 000 décisions au fond, il y en a eu quelques-unes, mais aujourd'hui, on est tous dans l'attente quasiment des arrêts d'appel. Donc, on est effectivement là pour le moment, on n'a encore pas des décisions positives en appel. Mais ça va venir, je ne désespère pas, au contraire. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on communiquera, on fera une émission sur le sujet avec Nancy dès qu'on aura les décisions, puisque ça nous intéresse tous, et surtout avant le 15 septembre 2024 pour les salariés, avant le 1er janvier 2025 pour les agents publics et les libéraux, parce que dès qu'on aura une décision intéressante, bien entendu, qu'on la communiquera. Les amis, j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que on peut réussir tous ensemble à tromper l'algorithme Facebook et YouTube en mettant un petit like sur cette vidéo qui va permettre de montrer dans l'algorithme où cette vidéo est intéressante et qui va réussir à la montrer à des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas dans le réseau et qui vont permettre de découvrir tout ça. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Je vois qu'il y a 14 petits likes et cœurs. Je vous en remercie déjà beaucoup. Si on fait ça tous ensemble, je suis persuadé qu'on va réussir à faire pousser cette vidéo et que ça va nous permettre tous ensemble de réussir à la faire découvrir par des personnes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Je l'ai dit hier lors du CSI, malheureusement, nous sommes toujours un peu trop entre nous, c'est-à-dire qu'on parle entre gens convaincus. Et c'est dommage parce que je pense que le combat pour la liberté, pour les soignants suspendus et pour une manière générale pour toutes les victimes de cette crise sanitaire qui est en fait un scandale sanitaire, viendra notamment de notre capacité à pouvoir fédérer autour de notre cause l'opinion publique. Donc, si vous avez 30 secondes à nous accorder, mettez-nous un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et effectivement, avec ça, je suis persuadé que cette vidéo tombera entre de bonnes mains grâce à vous, parce qu'encore une fois, je le répète, les soignants suspendus ont le droit d'être indemnisés. Mais pour ça, il faut qu'ils en aient connaissance. Merci en tout cas à tous. Nancy, un petit mot de la fin. Tu es mon invité, tu clôtures cette émission.
Eh bien, parlez-en aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a les réseaux, c'est important, bien évidemment, mais parlez-en aussi, parce que aujourd'hui, on a énormément besoin de faire circuler l'information. Vous le savez, on a effectivement de la censure, on a aussi de la propagande, on a aussi plein de choses. Donc, parlez, diffusez l'information, partagez-la, échangez, et c'est l'essentiel. En tout cas, nous, on est à votre service, on est dans le combat depuis le début et on n'a pas fini parce qu'on ne lâchera rien, comme on dit, et on ira jusqu'au bout parce que on est sur la bonne voie. C'est pas un discours de façade, c'est pas de la méthode Coué, on est sur la bonne voie. Voilà. Donc merci à vous tous. Le meilleur reste à venir. Merci Nancy, en tout cas, d'être toujours aussi vaillante, parce que je sais qu'en audience, c'est vraiment très difficile de pouvoir tenir tête à des magistrats, à des confrères et à des personnes qui sont complètement bien contre nous, mais c'est presque, on va dire, de la religion, en fait. On ne peut pas critiquer. Et ça, effectivement, je sais que c'est pas facile. Je sais que les soignants suspendus ont souffert, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous et on va continuer de vous réinformer et de vous faire en sorte que vous puissiez obtenir justice, parce que c'est ça le plus important, c'est d'obtenir réparation. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes quasiment 500, waouh, c'est incroyable, quasiment 500 en direct. Merci vraiment. On voit que c'est quand même un sujet qui vous intéresse, qui nous passionne. C'est passionnant et j'espère vraiment qu'on discutera lors des prochaines émissions des indemnisations que l'on va obtenir, parce que, rassurez-vous, j'ai encore dans ma botte plein de petites idées pour essayer de faire accélérer un petit peu ces décisions et de faire en sorte qu'on puisse rapidement vous indemniser, vous réparer pour la justice, pour la liberté, pour la solidarité, pour que plus jamais ça après vous, et surtout parce qu'à un moment donné, il y en a marre de l'impunité, il y en a marre que ces gens qui ont pris ces décisions n'en assument jamais aucune responsabilité. Merci à tous. Merci. Nancy, merci à toi d'avoir été avec moi. Merci à toi, David. Merci à vous tous. On se retrouve lundi à 20h dans votre émission Justice citoyenne avec Pierrick Thévenon, comme tous les lundis à 20h. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous et à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.